Bonjour Bénédicte. Bonjour Vincent. Et bienvenue. Merci. Cette semaine au programme, un sujet d'actualité tout nouveau, le burn-out. On a beaucoup parlé de burn-out ces dernières années et maintenant en fait les gens n'ont plus trop de travail mais trop peu de travail. Est-ce que ce n'est pas une question de stéréotypage? Je crois que ça y contribue effectivement parce que le stéréotypage, c'est quoi? C'est enfermer des gens dans des métiers. Donc, je fais du marketing, je ferai du marketing toute ma vie. Et finalement, ça contribue effectivement à être un petit peu lassé de ce qu'on fait, alors qu'on aimerait pouvoir mettre ses compétences au service d'autre chose. Et puis, c'est aussi vecteur quand même d'un assèchement intellectuel, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'individu. Prendre un somnifère, un deuxième, un troisième, m'endormir, attendre le lendemain matin, partir au travail, pleurer, enfin voilà. C'était un cycle. En fait, je n'existais plus en tant qu'être humain. Donc, au bout d'un moment, effectivement, on est lassé, on a envie de contribuer sur d'autres choses. Vous écoutez, ça a l'air très négatif. Pourquoi on en est arrivé là, au stéréotypage? Alors, pourquoi on en est arrivé là? Je pense que c'est issu quand même un peu des modèles du taylorisme en fait, où il y avait cette notion de productivité et il fallait avoir une personne qui faisait la même tâche. Aujourd'hui, l'économie elle a changé, ça fonctionne plus comme ça. Mais on a encore des managers qui ont besoin d'être rassurés quand ils recrutent et c'est normal parce qu'ils gèrent du risque toute la journée, ils gèrent de l'incertitude toute la journée. Donc, s'il y a une dimension sur laquelle ils veulent pas avoir du risque, c'est le recrutement. Donc, ils disent je vais définir un clone et puis je vais chercher la personne qui ressemble le plus à ce clone parce que ça va réduire mon risque, donc on stéréotype les profils. En arrivant là, est-ce qu'on n'arrive pas justement à la plus grande fatalité dans l'entreprise, à savoir la discrimination? Oui, le stéréotypage du profil, évidemment, c'est la première forme de discrimination en fait, parce que quand on va recruter ou faire évoluer quelqu'un et qu'on dit qu'il faut qu'il ait telle formation, telle école, telle année d'expérience, finalement c'est la première discrimination. On parle aussi évidemment de discrimination sur le genre, sur le milieu social, mais il y a d'abord celle-ci qui est d'enfermer les gens dans ces postes-là et de les empêcher en fait d'évoluer, alors qu'il faudrait développer la transversalité dans les carrières, alors qu'il faudrait développer justement la diversité dans les profils. Au-delà du genre, des gens qui viennent d'un autre métier, de la R&D pour aller vers du marketing, des gens qui viennent d'écoles différentes et pas seulement des écoles les plus prestigieuses par exemple. Vous parlez de R&D, est-ce que le plus grand problème aujourd'hui, c'est pas l'innovation? Est-ce que arriver à une nouvelle forme de stéréotypage, on n'empêche pas les entreprises d'innover et donc de devenir compétitifs et c'est un cercle vicieux? Bien sûr, puisqu'en fait, la capacité d'innovation et d'adaptation, elle est très importante. Pour innover, il faut quoi? Il faut être capable d'apporter un regard neuf. Et donc, l'innovation, elle passe par les gens qui vont occuper ce métier, qui vont arriver d'un autre métier, ils vont arriver avec un regard complètement neuf sur les fonctions, sur les missions qui leur sont confiées. Et donc, c'est la première source d'innovation pour l'entreprise, c'est évident. Et en plus, le fait d'avoir comme ça, de passer d'un métier à un autre, typiquement, ou d'avoir des profils variés pour un poste, ça permet de développer l'adaptation de ces profils-là, justement. Et on parle aujourd'hui du fait que l'économie numérique va très vite, mais en fait, ce qu'on demande aux entreprises, c'est d'être capable de s'adapter à cette vitesse-là. Donc, avoir des gens aujourd'hui qui vont plus être excellents sur une compétence, mais qui finalement vont pouvoir s'adapter aux nouvelles compétences et aux nouveaux métiers de demain. Peu importe qu'ils soient excellents, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient adaptables. En fait, c'est un peu une notion d'intrapreneur, si je puis dire. Mais est-ce que c'est compatible, on va dire, avec la culture française? Quand on prend par exemple la Silicon Valley, je crois savoir que les entrepreneurs, ou même pas les entrepreneurs, rien que les développeurs restent 6-8 mois dans certaines entreprises. En France, on est parfois sur un acquis, on va rester toute sa vie en fait dans la même entreprise. Est-ce que tout simplement les salariés sont ouverts ou sont aptes à le faire en France? Mais je crois qu'ils le demandent aujourd'hui. On se rend compte que les salariés, ils veulent plus construire, entre guillemets, leur carrière, mais la consommer. Ils ont envie de pouvoir évoluer librement, passer d'une entité à une autre, parfois d'une entreprise à une autre, d'un pays à un autre, d'un métier à un autre. Donc je crois qu'ils sont demandeurs. Évidemment, la flexibilité n'est pas la même que sur le marché américain, ça n'a rien à voir parce que notre marché du travail n'est pas le même. Mais néanmoins, on sent que le salarié aujourd'hui, il prend le pouvoir dans l'entreprise. Il y a d'ailleurs des gens qui sont freelance, des gens qui sont indépendants, des gens qui entreprennent. Et même les salariés dans les grandes entreprises veulent prendre le pouvoir, ils veulent se sentir libres d'évoluer. Donc je pense que ça commence à arriver et il faut justement avoir conscience de ça et que l'entreprise et la fonction RH accompagnent ça au lieu de le bloquer. Vous dites avoir conscience de ça, mais qui doit prendre conscience? Parce que les salariés visiblement en ont conscience, c'est les managers du coup qui pêchent? Alors, c'est les managers qui aujourd'hui sont un peu réfractaires évidemment, puisque comme je le disais, ils sont frileux, donc ils vont dire d'abord si j'ai un talent, j'ai envie de le garder, pas forcément de le faire évoluer, de le faire passer à un autre métier et du coup à un autre manager, exactement. Et puis en plus, ils ont besoin d'être rassurés. Donc je pense que ce rôle-là, c'est la fonction RH dans les grandes entreprises qui doit l'incarner, qui doit prouver que c'est pas parce qu'on va recruter justement des gens différents, qu'on va justement lutter contre cette discrimination, qu'on va prendre plus de risques. En fait, on peut prendre ces risques-là, mais de façon mesurée. Donc rassurer les managers là-dessus et effectivement je pense que c'est la fonction RH qui doit jouer ce double rôle vis-à-vis des salariés qui ont cette attente-là et vis-à-vis des managers qui sont quasiment prêts à le faire mais qu'il faut rassurer encore.
Est-ce que c'est une question de taille d'entreprise? On a l'impression, en tout cas quand on lit tous les médias aujourd'hui, les startups, petites structures sont agiles, tout le monde s'y plaît, tout le monde évolue. Les grands groupes à l'inverse, ils sont trop nombreux pour évoluer, les gens ont du mal à changer de métier. C'est une question de taille? Je ne suis pas convaincue que ce soit une question de taille. Évidemment, c'est plus facile quand on est une petite entreprise, mais moi, j'ai rencontré des startups qui avaient encore cette logique-là de dire, finalement, quand j'ai un poste, je définis une école et je ne veux recruter que dans des grandes écoles, par exemple. Et à côté de ça, des grands groupes qui sont beaucoup plus ouverts. Donc, je pense que c'est une question de culture et de qui, au sein de l'entreprise, porte cette culture. Après, ce sera plus facile si j'ai quelqu'un qui porte cette culture dans une petite entreprise, ce sera plus agile et plus rapide à mettre en œuvre que dans un grand groupe, évidemment. Alors, Bénédicte, vous avez mis en place une startup, vous avez créé une startup qui s'appelle Clustery, il y a 2 ans, c'est ça? Oui, exactement. À peu près. Qu'est-ce que vous mettez à disposition des entreprises justement pour pallier face à ce problème? Alors Clustery, en fait, c'est une solution de talent management intelligence. Je suis désolée pour l'anglicisme. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme des millions de données de parcours de professionnels dans le monde entier en décisions RH qui vont être basées sur un discours de preuve. Donc justement, on apporte la preuve grâce à la donnée qu'on peut favoriser la transversalité, qu'on peut sortir des stéréotypes quand on recrute ou quand on fait évoluer ses salariés, qu'on peut sortir des idées reçues. Et justement, cette donnée-là, cette réalité externe incontestable, elle va permettre d'aller convaincre ces managers et d'aider la fonction RH à incarner cette promesse. Donc si je comprends bien, grâce à vous, la machine, donc à savoir l'algorithme, ne va pas tuer de l'emploi, il va en créer même. Oui, exactement. D'abord, c'est pas l'algorithme tout seul parce que les algorithmes et le big data, on peut penser que c'est une vérité absolue. En fait, c'est pas le cas. C'est un observatoire et un observatoire sans observateur, c'est insensé. Donc, c'est un modèle de représentation qui a pour vocation de permettre à la fonction RH d'exercer son intuition et son intelligence et in fine, effectivement, de montrer que le champ des possibles est large, donc de créer des emplois et donc effectivement d'avoir une diversité dans les profils et une transversalité dans les carrières qu'on va offrir à ses salariés. On a une tradition dans cette émission, c'est de se projeter. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé dans les années passées en France en matière d'employabilité. Ce serait quoi votre grande idée, une espèce de feuille de route pour justement ça aille de l'avant dans les années à venir? Alors justement, pour reboucler avec notre sujet, ce serait de mettre la puissance de la donnée au service justement de la lutte contre la discrimination dans les carrières. Et en fait, comment on peut le faire? Parce qu'on peut utiliser la donnée de différentes façons. Par contre, si on utilise la donnée en se disant je mets de côté le genre, je mets de côté la provenance, je mets de côté le milieu social, je mets de côté les écoles, on va se rendre compte en analysant des millions de données que le champ des possibles est large, qu'on peut passer de la R&D au marketing, qu'on peut avoir fait l'université et être chef d'entreprise, qu'on peut venir d'un milieu social difficile et être un super développeur et devenir un super geek. En fait, utiliser la donnée peut permettre à un moment justement de se mettre au service d'un humain qui va être sans frontières et qui va être sans barrières. Et je pense que ça, c'est une idée intéressante à pousser justement dans cette logique-là de lutter contre cette discrimination et contre les stéréotypes. Merci. Merci à vous.